Toujours dans le thème de la plante domestiquée, une histoire de légumes. Alors, on va souvent vous parler du maïs, qui était ramené des États-Unis, enfin des États-Unis, d'Amérique. C'était donc dans l'Amérique centrale. L'ancêtre du maïs, c'est le théosinte. C'est l'espèce de petite plante que vous voyez à côté du couteau. Donc, en fait, c'était une graminée qui produisait des petites graines et voilà, vous en avez un plus gros plan là. Donc on voit très bien qu'il y a des grains, mais qui sont peu nombreux. Donc la transformation a été faite en Amérique centrale par les Incas. Comment est-ce qu'ils ont fait? Certainement par des croisements. Ils ont récupéré des plants qui produisaient plus de grains que d'autres. Ils ont fait des croisements. C'est une sélection. Donc la création de plantes, comment ça s'est passé? Il y a eu un processus de domestication. On est parti de plantes sauvages, donc ici 3 exemples, le théosinte, le blé sauvage, le pommier sauvage. Nos ancêtres ont commencé à cultiver les plantes et d'année en année, ils ont sélectionné des plantes qui avaient les caractéristiques les plus intéressantes. Donc par exemple pour le théosinte, un jour, une population d'Amérique centrale a remarqué que certains théosyntes produisaient plus de graines que les autres. Ils ont essayé de les cultiver. Et d'année en année, ils ont gardé les graines des plantes qui produisaient plus de graines, les épis les plus épais, etc. Et c'est ce qu'on appelle la sélection massale, faite par les paysans. Et donc de génération en génération, de siècle en siècle, on finit par obtenir une variété de plantes nouvelles. Et avec le développement des connaissances génétiques, donc une fois qu'on a passé toute la sélection dite empirique, c'est-à-dire la sélection faite sans connaissance particulière, ce sont les flèches de droite en verte sur le schéma, donc toutes les connaissances faites par nos ancêtres de manière empirique, sans connaissance, ont abouti à des variétés. Nous avons, nous, les connaissances génétiques, ce qui nous permet de faire des croisements entre plantes qui nous intéressent pour obtenir un hybride avec une certaine vigueur variétale. Donc la vigueur, quand on utilise ce terme dans la vie de tous les jours, on parle de la force. La vigueur d'un individu, c'est sa force. Donc ici, on cherche à obtenir une variété de plantes qui ait une certaine vigueur, une certaine résistance aux maladies, aux bactéries, à la sécheresse, etc. Donc ça, on a pu le faire grâce aux connaissances génétiques. Et avec le développement des sciences, on en est arrivé aux biotechnologies. On va pouvoir introduire des gènes provenant d'autres espèces dans le génome du maïs et d'autres plantes d'ailleurs. Et on obtient donc des organismes génétiquement modifiés qui d'ailleurs en France sont interdits à la commercialisation pour l'alimentation. Sur les boîtes de maïs que vous achetez, il y a marqué sans OGM garantie. C'est devenu un argument de vente pour les producteurs. Donc avec ces 3 étapes, on obtient aujourd'hui des formes domestiques adaptées à l'agrosystème et non plus à l'écosystème. Ces plantes sont incapables de vivre dans la nature. C'est ce qui fait que on est obligé de sauvegarder les graines et régulièrement de refaire des hybrides en laboratoire. Autre histoire à peu près identique, celle du blé sauvage. Donc nos ancêtres ont remarqué que certains blés produisaient plus de graines, des épis un peu plus gros, que les épis au moment de la maturité avaient des graines qui ne se détachaient pas par exemple. C'était intéressant parce que si les graines se détachent toutes seules, elles tombent par terre, il n'y a plus rien à récupérer. Donc des anomalies finalement génétiques qui ne permettaient pas à la plante de survivre dans la nature, en tout cas à l'espèce, à la variété. Imaginez une population de blé sauvage dont les épis ont des graines qui ne se détachent pas, ils ne peuvent pas se reproduire, les graines ne tombent pas au sol et ne donnent pas de nouveaux individus. Donc dans la nature, ces individus-là, avec cette anomalie génétique, ne sont pas voués à donner une descendance. Par contre, si un humain a repéré ça, pour lui c'est pratique, il n'a plus qu'à cueillir l'épi, il a tout à manger dessus, il ne perd pas les graines. Donc il a très bien pu sélectionner cette plante qui en temps normal n'aurait pas survécu dans la nature, il l'a cultivée et de génération en génération, il a conservé les graines de ceux qui faisaient le plus d'épis, où les graines tenaient mieux, ne tombaient pas, etc. Il a fini par obtenir une espèce de blé cultivé. Avec les connaissances génétiques actuelles, on a réalisé un croisement avec une espèce proche, le seigle, et on a obtenu une hybridation entre espèces qui a donné le triticale. Alors quand vous dites aujourd'hui vous mangez du blé, en fait vous mangez du triticale.
Et on peut faire des apports d'allèles sauvages pour revenir à des plantes peut-être plus résistantes à certaines maladies, etc. En sélectionnant donc des blés sauvages, on fait des croisements en laboratoire. Même histoire pour les pommiers. Hein, il y a eu sélection un jour, un pommier qui faisait peut-être des fruits un peu plus gros que les autres, ou plus sucrés que les autres, ou résistant à la larve d'un papillon par exemple. Et de génération en génération, on obtient des pommiers euh, qui ont des caractéristiques qui nous convenaient, sauf que maintenant on s'aperçoit que ces pommiers sont fragiles, ne résistent pas à certaines maladies, aux variations climatiques, etc. Donc souvent ce qu'on fait, on récupère le pommier qui a été sélectionné par nos ancêtres et on va faire des greffes. Donc on va prendre une branche, on va couper d'une certaine façon à la fois la branche qu'on a récupérée sur le pommier sauvage et sur la branche du pommier cultivé. On va mettre en contact les vaisseaux de l'usilème et de phloème, on va faire une cicatrisation et on va faire donc une greffe. Et on peut obtenir des pommes sauvages à partir d'un tronc d'un pommier cultivé. Donc on va obtenir des pommiers particuliers. Donc en ce moment en France on essaye de sauvegarder les variétés ancestrales de pommiers sauvages puisque maintenant on est tout arrivé sur du calibrage. Donc le génie génétique, à partir du moment où on a compris ce que c'était que l'ADN dans les années 50, on a compris. Donc quand on veut obtenir classiquement une variété dite élite, celle qui nous intéresse le plus, la top de top, on va prendre un parent A qui possède certaines caractéristiques, par exemple résistant aux maladies, il est productif, et un parent B qui a une bonne qualité gustative et qui est précoce, c'est-à-dire qu'il va faire ses fruits très tôt dans la saison. Ça c'est intéressant pour un producteur. S'il est le premier à sortir ses melons, c'est lui qui va se faire du fric en premier. Et si en plus ces melons sont résistants aux maladies, sont gros et sont bons, il va les vendre très cher. Donc ça c'est un croisement par reproduction sexuée classique. Alors bien sûr, tous les descendants ne posséderont pas tous les caractères. Je vous rappelle qu'il y a des allèles dominants, des allèles récessifs. Donc ça va prendre un certain temps, plusieurs générations, jusqu'à ce qu'on obtienne une variété élite. C'est pour ça que maintenant les semences se vendent très cher et qu'un agriculteur, par exemple, si dans le temps l'agriculteur il faisait son champ de maïs, de blé, etc., il gardait une partie des semences pour une partie des graines pour les réensemencer l'année suivante pour refaire son champ. Aujourd'hui, maintenant, c'est interdit. Pourquoi? Parce que les semences, les graines sont produites par des laboratoires qui ont fait des croisements. Donc, il y a des brevets qui sont déposés dessus. Et donc, les agriculteurs sont obligés d'acheter les graines et n'ont pas le droit d'en conserver. De toute façon, la plupart du temps, ils ne peuvent pas les conserver car justement, les graines qu'on leur vend sont des graines obtenues par hybridation et souvent sont hétérozygotes et donc possèdent un allèle dominant intéressant et un allèle récessif peu intéressant. Donc forcément dans la génération suivante on aura des individus double récessifs qui ne sont pas intéressants. Donc si l'agriculteur veut conserver sa production maximale, il est obligé de racheter des graines. Alors pour ceux qui font un petit peu de potager avec leurs grands-parents ou leurs parents, quand vous allez dans les magasins de jardinerie acheter des plantes au moment de faire du potager, vous achetez des courgettes ou des tomates, vous voyez marqué F1 si vous revoyez vos cours de génétique. F1, on est bien dans la première génération des fils 1, donc on a le croisement entre deux parents. Donc on a forcément des individus hétérozygotes. Donc tous les ans, si vous voulez conserver une bonne production au potager, vous n'avez pas intérêt à garder les graines obtenues des individus que vous avez achetés, mais intérêt à racheter des individus F1 tous les ans. Donc le génie génétique dessin de droite, maintenant on utilise donc les gènes et on va transférer des gènes précis dans les variétés élites. Donc par exemple notre variété élite, elle est super grosse, elle est résistante aux maladies, elle est bonne, elle est produite précocement, mais il y a le problème de la maturité. À partir du moment où il est mûr, vous savez qu'un fruit, il faut le vendre et le manger dans les 3-4 jours, après il est trop mou. Donc on va rajouter des gènes d'intérêt qui sont des gènes de maturation ralentie et qui fait que votre melon, il va tenir 3 semaines, 4 semaines en chambre froide. Achetez des tomates aujourd'hui en grande surface, mettez-les dans le bac de votre frigo, faites l'expérience, n'y touchez pas et vous allez voir qu'au bout d'un mois et demi, elles sont toujours parfaites, elles n'ont pas flétri, elles sont pas molles, rien, parce que souvent, on a rajouté ce gène de maturation dite ralentie. Alors les étapes de la transgénèse, ça c'est un schéma
grand public. On identifie un gène d'intérêt dans un organisme donneur, souvent une bactérie. Donc vous avez l'ADN de la bactérie en jaune tout enchevêtré. Vous avez un petit anneau, c'est un plasmide, c'est un ADN circulaire dans lequel il y a le gène d'intérêt. Donc on va récupérer ce gène, on va le mettre dans ce qu'ils appellent une construction génétique. Donc c'est un plasmide fabriqué par l'homme. Ce plasmide, il y a plusieurs possibilités. Soit on le met sur des microparticules et on va bombarder les cellules pour que l'ADN rentre dedans, soit on remet le plastique dans des bactéries qui sont capables de transférer leur ADN. On va obtenir à ce moment-là des cellules transformées, on va les mettre sur des milieux de culture avec des hormones. On est capable de le faire, auxine, gibberelline, voici le nom de ces hormones, c'est pas au programme. On est capable à partir de quelques cellules végétales de produire des racines, des tiges, des feuilles, etc. Donc on va produire des plants, on va évaluer l'expression du gène, voir si effectivement le gène qu'on a inséré s'exprime. Et à ce moment-là, on a des variétés commerciales. Un schéma plus scientifique. Donc ça, c'est un schéma de bouquin. Comment obtenir des plantes transgéniques. Donc introduction du gène dans un plasmide. Ensuite, plusieurs façons de transmettre. Donc le plasmide, transfert par choc électrique, transfert par bactérie. On peut mettre directement le gène sur des particules métalliques ou le plasmide sur les particules métalliques. Transfert mécanique par canon à particules. Dans tous les cas, on obtient une cellule qui a été transformée. On transfère ces cellules dans des tubes à essai ou dans des boîtes de pétri. On fait de nombreux essais, il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent. Et on obtient donc une plante avec des nouveaux caractères. Donc historiquement, 1676, découverte du rôle des organes sexuels chez les végétaux, vous voyez. 1880, visualisation des premiers chromosomes. 1900, mise en application des lois de Mendel. Donc je vous rappelle que Mendel était un prêtre qui s'intéressait à ces petits pois et qui se demandait pourquoi certains étaient fripés, d'autres n'étaient pas fripés, pourquoi certains étaient verts, d'autres étaient jaunes, et il s'est amusé à faire des croisements. Et c'est comme ça qu'il a découvert la génétique. Donc 1902, découverte de la totipotence. C'est le fait que les cellules soient capables de donner n'importe quel type de cellule à partir du moment où on lui donne les bonnes hormones, un peu comme les fameuses cellules souches dont vous avez entendu parler pour nous. Des cellules qui sont capables de devenir n'importe quel type de cellules, de muscles, de peau, etc. 1908, découverte de l'intérêt des hybrides sur le maïs. 1953, description de la structure de l'ADN. Donc à partir de ce moment-là, on travaille sur l'ADN, code génétique en 60. 65, on découvre les enzymes dites de restriction qui sont capables de couper l'ADN à des endroits très précis. Donc ça nous permet de récupérer les gènes. 1977, découverte du transfert de gènes par les agrobactéries, donc des bactéries utilisées dans le milieu agricole. Alors, dans ce chapitre, il n'y a pas vraiment de plantes particulières à connaître. On va vous parler du maïs, on va vous parler du blé, on va vous parler de plein de plantes. Moi, j'ai travaillé avec mes élèves sur la tomate. Pourquoi la tomate? Parce que c'est le fruit le plus consommé au monde et puis c'est quand même un peu plus rigolo à étudier que le maïs. On n'est pas d'accord? Alors les tomates, à l'origine, les tomates sauvages, vous en avez des photos à gauche, Solanum pampinellifolium. La tomate cultivée de droite, Solanium lycopersicum, variété cérasiforme, c'est les tomates cerises. Donc vous voyez qu'on est parti d'un fruit qui faisait 1,5 cm de diamètre à un fruit aujourd'hui qui fait 1,5 cm de diamètre. Et bien plus gros puisque la plus grosse tomate cultivée, Solanum lycopersicum, variété Esculentum cultivar giant heirloom. À côté vous avez Pampinellifolium, vous voyez la différence de taille. Bon, et bien tout ça, c'est le résultat de croisement. Toutes les variétés de tomates qui existent. Alors en fait, il n'y a pas toutes les variétés, il y en a plus de 360, je crois. L'histoire de la tomate, globalement. Localisation de l'espèce ancestrale, début de domestication dans les Andes par les Aztèques. Même histoire que le maïs. Domestication des variétés plus grosses, importation d'une variété ancestrale aux Galapagos. Ensuite, c'est parti vers l'Europe, élargissement des variétés, puis c'est revenu aux États-Unis, donc installation des variétés domestiques aux États-Unis. Et le ketchup, il est né où? Aux États-Unis. Donc petite histoire de la tomate. Je ne vais pas tout vous lire, je vous ferai pause si ça vous intéresse. Globalement, vous voyez, ça a toutes les formes. Alors quand on les coupe, c'est rigolo, il y en a certaines, elles ont plusieurs loges, etc. Donc on peut se demander d'où viennent toutes ces formes, pourquoi on a pu faire des changements de taille, de forme, etc. Donc vous allez voir que tout ça, c'est dû à des gènes.
La tomate, c'est un fruit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vous demander en ECE, une dissection de fruits. On peut vous mettre par exemple une tomate et là, il va falloir réfléchir au sens dans lequel vous allez couper votre tomate. Si vous faites une section longitudinale, donc vous allez voir la structure du haut vers le bas. Vous allez retrouver la structure finalement du gynécée de la fleur. Et ce qui est intéressant ici, c'est plutôt la section transversale de la tomate. Elle va vous permettre de voir combien est-ce qu'il y avait de loges dans le gynécée. Donc vous voyez qu'ici, il y en avait 2 de loges. À l'origine, une tomate avait 2 loges. Donc je vous ai remis ici, j'ai repompé l'image, la structure de la fleur à gauche et puis à droite le fruit, pour vous rappeler vos cours de début d'année. Alors une tomate, bien sûr, ça se développe au début c'est vert, après c'est rouge au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure qu'elle mûrit, elle devient rouge. Elle se charge en pigments, on va voir les pigments plus tard. Donc les modifications génétiques, elles vont commencer à intervenir à partir du moment où on veut vendre les tomates. Alors quand vous cultivez dans votre potager, si vous prenez des variétés ancestrales ou des graines que vous conservez vous-même, en général sur les grappes, vos tomates elles mûrissent pas toutes en même temps. Or, si vous êtes agriculteur et que vous devez les vendre, ça va être un peu emmerdant. Il n'y a pas d'autre mot. Vous ne pouvez pas cueillir un grappe en entier, elles ne sont pas toutes mûres en même temps. Donc on va essayer de sélectionner des plantes qui ont un mûrissement simultané dans une inflorescence définie, de manière à ce qu'elles aient toutes la même taille et qu'elles mûrissent toutes en même temps. C'est commercial tout ça. C'est pareil, on va chercher à avoir des tomates qui ont le moins de pépins possible. On va essayer d'avoir des variétés avec des couleurs, des formes particulières pour attirer le consommateur. Donc tout ça, il va falloir travailler sur la génétique de la tomate, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait sa couleur, qu'est-ce qui fait sa forme, sa grosseur, etc. Donc quand on fait une coupe de tomates du commerce, vous pouvez vous amuser à en acheter dans n'importe quel supermarché. Vous faites une coupe et vous voyez que certaines tomates ont 3 loges et d'autres en ont beaucoup plus. Donc on peut voir que les cloisons ont été soudées ou pas soudées, etc. Alors, la tomate, pourquoi il y a autant de variétés qui ont été créées? Tout simplement parce que c'est le fruit le plus consommé au monde. Figure 2, voyez l'évolution de la production de tomates en rouge et de la superficie des cultures en vert dans le monde. Vous voyez qu'il arrive un moment où les deux courbes se croisent. C'est-à-dire qu'on produit beaucoup plus de tomates sans avoir augmenté finalement la surface de culture. Ça veut dire qu'on est capable sur un même plan de faire produire plus de tomates. La production mondiale. La première production mondiale de fruits, c'est la tomate. Après les pastèques, les bananes, les raisins, les oranges et les pommes. Bah oui, la tomate c'est un fruit, ça provient d'une fleur. Je vous rappelle que le terme de légume n'existe pas en SVT. Un légume, c'est une partie de viande. Qu'est-ce que je raconte? C'est une partie de plante que l'on consomme en cuisine de manière salée. Ça peut être un fruit, comme la tomate, les courgettes, les aubergines. Ça peut être une racine, comme la carotte. Ça peut être un tubercule, comme la patate. Ça peut être une infrutescence, comme l'épi de maïs. Ça peut être plein de choses. Ça peut être des feuilles, comme la salade, des épinards. Ça peut être des pétioles. Ça peut être plein de choses. Donc les variétés de tomates, leurs caractéristiques. Vous voyez qu'il y en a plein. Je vous ai mis leur localisation, les qualités. Donc j'ai récupéré ça sur l'INRA. Pour ceux qui aiment bien les tomates, ils sont curieux, allez faire un tour, c'est assez sympa. Donc vous voyez que par exemple, troisième ligne, le Solanum peruvionum, elle est résistante au virus de la mosaïque du tabac, résistante aux nématodes, résistante à la fusariose. Donc, on a des variétés plus ou moins sauvages qui sont intéressantes, qu'il faut récupérer et sauvegarder. C'est pour ça que de plus en plus à la télé, vous entendez parler des sauvegardes des variétés ancestrales, de pommes, d'oranges, etc. Parce qu'il existe dans ces variétés des gènes. Or, à force de sélectionner les végétaux et de cultiver toujours les mêmes, finalement, si on laisse des variétés sauvages disparaître, on perd des gènes. Or, il faut les conserver. D'où les conservatoires botaniques qui existent en France et dans le monde. Donc voici des images de petites variétés. J'aime bien la Solanum chilense, elle est belle. Donc différents gènes ont été trouvés chez la tomate. Donc le gène FW22. Alors lui, il code pour un facteur de transcription qui limite l'expression du gène ORFX impliqué dans la prolifération cellulaire, ce qui donne des fruits de petite taille. Donc par exemple, le gène F2+, il va faire un facteur de transcription, c'est-à-dire une protéine,
qui va aller se fixer sur le gène ORFX et l'empêcher de fonctionner. Ce gène ORFX, lui, il intervient dans la prolifération cellulaire, c'est-à-dire la multiplication des cellules. Donc si vous bloquez ORFX, vous empêchez les cellules de se multiplier, donc vous avez des fruits de petite taille. Si vous avez une mutation, il n'y a plus de facteur de transcription, donc il n'y a plus de protéines qui vient se mettre sur le gène ORFX et qui empêche la lecture de ce gène. Du coup, ORFX est lu, et vous avez une surexpression qui va se mettre en place. Donc ORFX va produire beaucoup de protéines, et à ce moment-là, multiplication des cellules sans modifier la forme de la tomate. Autre gène qui a été découvert aussi et sur lesquels les scientifiques travaillent, le gène FAS ou fasciatide, qui peut être responsable à lui seul d'une augmentation de 50% de la taille des tomates. Alors, comment il fonctionne? Lui, il code pour un facteur de transcription, donc toujours une protéine qu'on appelle la protéine FAS, qui va activer des gènes de développement de l'ovaire, contrôlant le nombre de carpelles et leur fusion. Donc je vous rappelle que les carpelles, ce sont les loges qui contiennent les ovules. Il va s'exprimer avant l'anthèse. Ce caractère existe chez les variétés anciennes. Alors on a plusieurs versions, plusieurs allèles. FAS+, qui va provoquer 2 à 3 loges, dont les cloisons sont fusionnées. C'est la forme sauvage. Quand les cloisons sont fusionnées, la tomate est ronde. FAS-1, on a plusieurs loges fusionnées, c'est un allèle dominant. Et FAS D, plusieurs loges non fusionnées, et c'est un allèle dominant. Donc vous avez l'exemple d'une tomate dessous FAS-1, donc vous avez plusieurs loges. Vous ne vous en doutez pas forcément quand vous regardez la tomate de l'extérieur parce qu'elle est ronde. Quoique si vous regardez autour des petites feuilles qui restent, on voit chaque rebond, finalement ça correspond à une loge. Et vous avez à droite FAS D, donc une tomate qu'on appelle les variétés anciennes en fait. Vous avez plusieurs loges qui ne sont pas du tout fusionnées et on voit très bien la position des loges. Donc quand on fait la coupe, on les remarque. Le gène OVAT, lui, code pour un facteur de transcription activant un gène de développement impliqué précocement dans le développement du fruit. Et il va jouer sur la variation de l'indice longueur maximale, largeur maximale le long du fruit. Donc quand on a le gène qui est OVAT, l'allèle OVAT+, on n'a pas de variation de l'indice longueur maxi, largeur maxi, la tomate est ronde et de forme sauvage. Si on a OVAT-, à ce moment-là, il y a une variation de l'indice, une élongation asymétrique, et ça donne une forme de poire. Donc vous avez 2 images dessous. Voilà. Le gène SUN, qui s'exprime après l'anthèse et code pour une protéine IQD12 qui contrôle l'allongement du fruit au cours de son développement et lui donne une forme ovale légèrement pointue à son extrémité. Alors en temps normal, le gène SUN est absent chez les formes sauvages, les tomates sont rondes. Il est présent chez les formes domestiquées et il tire son nom d'un cultivar. Donc un cultivar, c'est une variété qui est cultivée, appelée SUN 1642. C'est une tomate de forme ovale légèrement pointue à l'une de ses extrémités. Si SUN est présent et exprimé, il y a production normale de IDQ12. La tomate subit une élongation uniforme avec conservation de la symétrie bilatérale quand elle se développe et elle est de forme ovoïde avec une pointe. S'il est réprimé, c'est-à-dire non exprimé ou absent, la forme des tomates est arrondie. S'il y a duplication du gène SUN suite à une mutation, l'expression de la protéine sera plus importante, il y aura perte de la symétrie bilatérale suite à une forte élongation, et ça va donner la forme olive qui est visible chez les tomates cerises allongées, qu'on appelle aussi cœur de pigeon ou brin de muguet. Alors bien sûr, vous n'allez pas connaître tout ça, mais vous voyez que la tomate est un support d'exercice aussi bien pour les ICE que pour le sujet de type 2.2. Alors, le gène sur lequel les scientifiques actuels rêvent de travailler et de réussir surtout à le maîtriser, c'est le gène FS8.1 muté qui induit une forme carrée. Vous allez me dire qu'il y a intérêt d'avoir une forme carrée. C'est beaucoup plus facile de ranger des tomates carrées que des tomates rondes. Oui, regardez dessous, vous avez une caisse de tomates olives allongées. Voilà, c'est pas pratique. Et puis à droite, elles sont pas tout à fait carrées, mais elles sont déjà bien de taille régulière et ronde. Alors imaginez des tomates bien carrées. C'est comme le rêve des humains d'avoir des œufs carrés, mais ça c'est pas possible. Alors aujourd'hui, on fait des OGM aussi avec les tomates. On essaye de faire des alicaments, c'est-à-dire des aliments, médicaments.
Donc ici une tomate modifiée avec les gènes de la fleur de gueule de loup. Et on peut avoir donc des tomates noires aux anthocyanes qui sont bonnes pour la santé. Bon, alors vous ferez pause, vous lirez le rôle des anthocyanes, etc. Je ne vais pas tout vous lire. On peut voir l'exemple des carottes. C'était mon TP18. La carotte sauvage à gauche, il y en a plein partout, hein, vous ne les voyez pas. En général, c'est très plat. Vous voyez que les feuilles en haut. Et puis la carotte cultivée. Ah bah oui, il y a des carottes violettes, vous ne saviez pas? Ben non, forcément, puisque nos grands industriels alimentaires formatent tout et conditionnent nos comportements alimentaires. Alors, la variabilité de couleurs, c'est le fruit d'une histoire de sélection pour ce caractère. Hein. La carotte est née dans cette région du monde, après l'Afghanistan, en violet. Il y a plusieurs couleurs. Pourquoi? Parce qu'on a eu deux diversifications en fonction des populations. Une diversification vers l'Europe dès le XIIe siècle et vers l'Asie du Sud-Est vers le XIIIe siècle. Ça nous a donné des variétés différentes, avec des couleurs différentes. En Asie, on trouve les carottes très fines, très allongées, bien orange. Bon, ça c'est mon chien qui n'arrête pas de rentrer et sortir de ma chambre et ça fait du bruit. Bref, on part d'une carotte sauvage qui, on pense, blanche ou pourpre, on ne sait pas trop, blanche certainement, qui soit passée par le pourpre puis par le jaune, et ensuite vers l'extrême-orient plutôt sélection des carottes de couleur rose, vers l'Europe plutôt les carottes de couleur orange et blanche. Alors on a plusieurs pigments, chlorophylle, caroténoïdes, flavonoïdes, bétalaïne. Donc là ce qui nous intéresse seront caroténoïdes. Donc vous pouvez avoir en ECE une chromatographie pour rechercher les pigments. Donc je vous ai remis le principe ici d'une chromatographie sur papier unidimensionnelle en phase normale. Oh, c'est compliqué. Bon, unidimensionnelle, on est dans une seule dimension sur un papier. On dépose les échantillons en bas de la feuille. On fait tremper dans un mélange diluant. Et le solvant va monter par capillarité dans le papier, entraîner avec lui les pigments. Et à ce moment-là, on va pouvoir voir les différents pigments qui paraissent. Et voici un résultat. Donc on a fait des dépôts en bas, à gauche pour la carotte, à droite pour le panais. Vous allez me dire comment on fait pour récupérer les pigments. Vous avez une centrifugeuse, vous passez la carotte dans la centrifugeuse, vous récupérez le jus, vous avez un liquide avec des pigments. Donc vous mettez des gouttes. Alors en général on fait mettre une goutte, on sèche un coup ses cheveux, on remet une goutte par-dessus, on sèche un coup ses cheveux, parce que si vous mettez qu'une seule goutte, vous n'aurez pas assez de pigments pour voir le tracé. Donc on met quand même plusieurs gouttes, on sèche au sèche-cheveux. Et quand vos taches sont bien sèches, hop, on met à tremper et on laisse monter. Donc en jaune ce sont les xanthophiles et en orange les carotènes. Donc vous voyez que dans la carotte on a des carotènes et dans le panais il n'y en a pas. Alors le panais ça ressemble beaucoup à la carotte blanche. C'est une variété assez cousine. Donc vous voyez qu'il y a des xanthophiles, le panais c'est blanc, pour ceux qui connaissent. Donc globalement, blanche, jaune, orange, rose, pourpre. Vous voyez que la pourpre elle est par pourpre partout à l'intérieur. Moi j'essaie de les faire manger à mes filles, elles n'ont pas aimé la couleur, elles n'ont pas voulu y toucher. Donc vous avez le tableau qui vous indique la quantité de caroténoïdes dans chaque type de carotte. Donc vous voyez que dans la blanche, c'est blanc et que dalle. Jaune, il n'y en a pas beaucoup. Orange, il y en a beaucoup. Rose, il y a beaucoup de lycopène. Il n'y en a pas par contre de lycopène dans la carotte pourpre. Il y a des anthocyanes. C'est pour ça que c'est violet. Alors comment cette diversité est apparue? Tout ça, c'est une histoire bien sûr de génétique et puis de sélection humaine en fonction des goûts. Hein, on dit toujours que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Alors, différence entre une carotte blanche et une carotte orange. On va aller plus ou moins vite. Si vous voulez revoir ça tranquillement, vous ferez pause, mais je ne vais pas vous faire des vidéos de 40 minutes. En haut à gauche, les codes. QAL, carotte blanche sauvage. Je cut, carotte blanche cultivée. CRC, NAN, les carottes oranges. On travaille sur deux gènes, PSY1, PSY2, qui sont responsables de la fabrication de lutéine et de bêta-carotène. Donc, si on fait la mesure image B, caroténoïde content, qu'est-ce qu'on trouve comme caroténoïde dans les carottes? Donc, cal et cut, 0. CRC et NAN, des xanthophiles et des carotènes, c'est orange. Si on fait un western blot, bref, on essaye de séparer les protéines, on s'aperçoit que, bon, vous avez les deux références à gauche, PSY et actine, ce sont des protéines donc témoins pour permettre de voir la migration. Pour cal et cut, 0 PSI.
pour CRC et NAN des protéines PSI. Si on distingue PSY1 et 2, donc document D et E, bon, on s'aperçoit que dans Calicut, pas grand chose. Et puis dans CRC et NAN, oui, on a beaucoup de protéines PSY. Donc en fait, dans la carotte blanche, faible niveau d'ARN messager pour les gènes PSY1 et 2, donc absence de l'enzyme PSY. Dans la carotte orange, niveau élevé d'ARN messager pour les gènes PSY1 et 2, donc présence de l'enzyme PSY. Et donc si on a l'enzyme PSY qui est présente, l'AGG-PP est transformé en phyto-N, qui va devenir du lycopène, qui va pouvoir transformer en lutéine, qui est jaune, ou en bêta-carotène, qui est orange. Bon, ça vous n'allez pas le savoir par cœur, ça peut être typiquement un 2-2, on vous donne les docs, c'est à vous d'interpréter. Maintenant, comment s'est effectuée la sélection sur PSY1 PSY2 Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Est-ce que c'est un facteur génétique ou c'est une sélection humaine? On ne sait pas. Dans tous les cas, les gènes PSY1 et 2 sont apparentés. Ils proviennent d'une duplication et d'une translocation entre le chromosome 3 et le chromosome 8. Ça aussi, on peut vous donner les deux fichiers sur Anagène. Vous faites une comparaison, vous trouvez le pourcentage d'identité, 53,2% d'identité. Donc ces deux gènes sont très proches. Donc on peut en déduire qu'il y a eu duplication-translocation. Donc on peut faire une étude générale de la carotte à 3 échelles. L'échelle générale, l'échelle moléculaire et au niveau des données génétiques. Vous pouvez comparer l'appareil collinaire, l'appareil racinaire. Donc on ne voit pas les titres. La première colonne, c'est donc la carotte sauvage, et puis à droite c'est la carotte orange cultivée. Dans tous les cas, on va retrouver une racine pivot, une grosse racine centrale, c'est celle qui accumule ici les réserves, elle nous intéresse. Dans la carotte sauvage, elle est ligneuse, c'est-à-dire qu'elle est très riche en lignine, elle est caoutchouteuse, elle va être dure à manger. Par contre, dans les carottes cultivées, elle est souple et juteuse, il n'y a pas beaucoup de lignine. À l'échelle moléculaire, la carotte sauvage a très peu de carotène, alors que la carotte cultivée en a beaucoup. L'enzyme PSY est absente chez la carotte sauvage et présente chez la carotte cultivée. Donc au niveau de la synthèse des caroténoïdes, on a deux gènes, PSY1 sur le chromosome 3, PSY2 sur le chromosome 8. Les séquences peptidiques sont identiques à 53%, ces gènes sont apparentés. Donc vous voyez, vous pouvez faire là comme ça un tableau bilan après une étude de doc. Alors en ECE c'est un peu lourd, par contre en étude 2.2 c'est probable. Donc petit bilan, la quantité de carotène stockée dans la racine de carotte domestique est importante grâce à la présence d'un grand nombre de gènes participant à la synthèse des caroténoïdes, duplication, transposition de certains gènes PSY1 et 2, expression importante des gènes participant à cette synthèse, fort taux d'ARN messager et le développement du volume de la racine, c'est-à-dire la zone de stockage. S'il n'y avait pas un développement de la racine, on n'aurait jamais sélectionné cette plante dans la nature, on ne l'aurait pas cultivée et on ne boufferait pas de carottes aujourd'hui, au grand soulagement de ma deuxième qui déteste ça. Donc la couleur, c'est un facteur de segmentation du marché. Là, on va revenir sur l'économie. Dans vos sujets 2.2, ne faites pas que parler du scientifique. Vous devez montrer que vous avez une ouverture d'esprit. Faites attention aux informations. Faites attention à votre vie de tous les jours. Regardez, les carottes aujourd'hui, elles sont toutes calibrées. Vous allez me dire, maintenant, elles n'ont pas toutes la même taille. Et globalement, si. Parce que pour ceux qui ont déjà vu des carottes pousser dans un potager, des fois, des carottes, elles font pas plus de 2 cm de long. Et des fois, il y en a qui sont énormes. Elles font 4 cm de long, mais elles font 5 cm de diamètre. Finalement, globalement, les carottes qu'on a dans nos étals de supermarché sont des carottes calibrées. Et toutes de la même couleur. Franchement, si on vous mettait des carottes violettes, roses ou jaunes au supermarché, qu'est-ce que vous feriez? Vous feriez « Oh, c'est quoi ces carottes? Ah, j'y touche pas. Oh, des blanches. Oh, ça ressemble à des navets. Oh, c'est pas bon. Oh, j'irai pas goûter. » Vous êtes conditionné par les grandes surfaces. Faites donc un tour dans les marchés, allez voir les producteurs bio et goûtez les carottes ancestrales, les autres légumes ancestraux. Vous allez voir, c'est différent. On a besoin de conserver ces variétés pour conserver des allèles. Donc les caroténoïdes sont des pigments qui sont importants, qui sont stockés essentiellement dans la racine chez la carotte. Important pour notre santé, précurseur du rétinal, c'est la vitamine A, c'est important pour la vision. Donc dans la vision, la dégénérescence maculaire, vous en entendez beaucoup parler à la radio en ce moment. C'est riche en molécules antioxydantes, prévention de certains cancers, maladies coronariennes, etc. On s'en sert dans l'agroalimentaire, donc c'est un côté économique.
On s'en sert comme colorant alimentaire pour les volailles et les poissons. C'est un facteur de segmentation du marché pour la couleur, donc fais attention à ça. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va colorer? Bah ça. Vous voyez, les poulets de batterie, ils sont élevés dans des grands bâtiments, ils sont pas mis à la lumière, donc ils produisent pas beaucoup, ils ne conservent pas leurs caroténoïdes, en plus ils sont nourris avec des aliments qui sont peu riches en caroténoïdes, donc leur chair est plutôt blanche. Le saumon à droite, saumon sauvage, et saumon d'élevage, nourri avec une alimentation pauvre en caroténoïdes. Donc forcément, vous voyez, le saumon de droite il est moins appétissant que celui de gauche. Quoique, je suis sûre que si je vous présentais le saumon sauvage, vous diriez « Ah, c'est pas possible, il est trop rouge, ils ont rajouté des colorants. » Eh ben non, c'est lui le meilleur. On est même en train d'essayer de faire un riz génétiquement modifié qui produise du bêta-carotène pour pouvoir pallier au manque de vitamine A dans le monde. Donc si on arrive à nourrir les populations pauvres d'Afrique, d'Asie avec du riz riche en bêta-carotène, on aurait beaucoup moins de problèmes de vision, d'infection au niveau des yeux dans le monde.